Alors moi je suis content de cette conversation parce que j'ai la chance, comme quelques-uns, mais pas si souvent que ça, d'avoir une expérience à la fois dans l'administration et dans les think tanks, hein, puisque j'ai travaillé à l'IRIS, à l'IFRI, à la FRS maintenant, mais aussi à l'Institut de sécurité de l'Union européenne, donc j'ai vu un peu les différentes incarnations parisiennes de ce système. Et j'ai aussi passé 10 années dans l'administration, à la délégation des affaires stratégiques, au cabinet du ministère de la Défense et au Quai d'Orsay dans des fonctions plus opérationnelles. Je suis directeur de la FRS depuis 7 ans. J'ai vu évoluer cette fondation depuis longtemps, évidemment, mais aussi depuis que je suis là. C'est une fondation qui est une fondation en utilité publique, qui a été créée en 1992 sous cette forme-là. Qui est en même temps, et ça c'est un point intéressant dans notre conversation, qui est l'héritière d'autres organismes qui ont préexisté. Donc il y a une sorte de généalogie avec la Fondation pour l'étude de défense nationale, qui était un établissement public du ministère de la Défense, le CREST, qui était le laboratoire de recherche de l'école polytechnique sur les questions de stratégie de technologie, et c'est finalement la création en 92 et l'aboutissement d'un long processus que je vais vous épargner parce qu'il est chaotique et compliqué, mais qui dit aussi une expérience. Alors, aujourd'hui, la FRS en 3 mots, mais je voudrais peut-être m'attarder plus sur les points du débat là-dessus, parce qu'on va toujours faire l'article, mais juste pour dire ce que c'est 30 chercheurs permanents, donc pour une quarantaine de collaborateurs, une dizaine de chercheurs associés, qui traitent, et c'est la spécificité de la FRS par rapport à mes petits camarades ici présents, exclusivement de questions de défense et de sécurité. Hein, c'est notre ADN. La fondation est une fondation qui traite de l'ensemble des questions de défense et de sécurité, mais exclusivement de ces questions-là. Elle n'a pas vocation à traiter de questions de relations internationales en général, par exemple. Elle s'organise finalement autour de thématiques, beaucoup de thématiques transversales qui occupent à peu près les 2 tiers de l'équipe de recherche, qui vont être des thématiques relativement pointues, qui nous permettent d'avoir une granularité un peu fine sur ce type d'expertise, puisqu'on a un pôle sur les questions d'industrie d'armement, où on a maintenant 5 personnes, on a un pôle sur les questions de non-prolifération et de désarmement, on a 3 personnes, on travaille sur la dissuasion, on travaille sur la défense antimissile, on travaille sur le terrorisme, on travaille sur les liens entre santé et sécurité, on travaille sur les problèmes liés à l'espace, aux enjeux de l'espace, et on travaille aussi sur des thématiques régionales, là aussi toujours sous un angle qui est celui des questions de défense et de sécurité. Nos experts régionaux sont par construction des gens qui s'intéressent aux questions stratégiques, voire même d'une manière assez précise à des questions très spécifiquement liées aux enjeux de défense et de sécurité, sur l'Asie, sur la Russie et un petit peu sur le Moyen-Orient. Il y a des zones sur lesquelles en revanche on n'a pas une expertise permanente parce que les enjeux de défense et de sécurité sont limités. Je pense en particulier à l'Amérique latine par exemple. Alors, tout ceci s'organise beaucoup autour de nos activités de recherche qui se font parce qu'on a un modèle économique qui est celui d'un think tank, sur des financements qui sont en partie publics, en partie public français, en partie autres. Schématiquement, on a une petite moitié de financements qui viennent du gouvernement français, essentiellement le ministère de la Défense, de manière plus marginale, le ministère des Affaires étrangères ou le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale et quelques autres ministères, mais de manière plus ponctuelle. On travaille aussi beaucoup avec les agences publiques que sont le CEA, le CNES, sur ces questions-là. Et enfin, on a développé au cours des 10 dernières années une grosse activité au profit de l'Union européenne dans toutes ses incarnations, puisqu'on a des projets de recherche pour la Commission,
le Service européen d'action extérieure, l'Agence européenne de défense, le Parlement européen, l'Agence spatiale européenne qui ne fait pas partie de l'Union européenne, je sais, mais on est dans le même paquet. Et voilà. Et puis le reste, ça c'est à peu près 25% de notre activité, et le reste va se trouver dans des activités au profit des entreprises, essentiellement le secteur de la défense et celui de l'énergie, de manière plus ponctuelle des organisations comme l'OTAN, les Nations Unies, ou de temps à autre des projets qui font l'objet de financement de pays partenaires. Tout ça prend des formes très très variées. Et ça, c'est une évolution très profonde du modèle économique de la FRS et de son modèle de recherche. Il y a une quinzaine d'années, la FRS avait une grosse convention avec la Délégation Générale pour l'Armement, une grosse convention avec le Commissariat à l'énergie atomique, et puis quelques petits contrats et une grosse convention avec la DAS à l'époque. Ce modèle-là n'est plus le nôtre aujourd'hui. On reste une grosse convention avec la DGA et des liens très forts avec d'autres, la DGRIS maintenant, et le CEA, mais fondamentalement, on gère en réalité aujourd'hui environ 140 contrats chaque année qui prennent des formes extrêmement diverses, donc 140 projets différents qui prennent des formes extrêmement diverses, qui peuvent aller de la note de consultance jusqu'à l'organisation d'un cycle de conférences ou à des observatoires pluriannuels. Et par exemple, la FRS en ce moment, gère pour le ministère de la Défense, et souvent depuis plus longtemps, parce que c'est des observateurs pluriannuels, mais qui ont été déjà reconduits une fois ou deux, un observatoire de la dissuasion, un observatoire de la défense antimissile, un observatoire de questions spatiales militaires, et un observatoire de politique de défense américaine. Donc pour vous donner la diversité des choses, on vient de remporter un observatoire de l'Arctique aussi, par exemple, pour vous. Il y a vraiment une très très grande variété de ces travaux qui sont importants parce qu'ils sont un peu structurants dans la mesure où nos partenaires, ça permet d'avoir une visibilité un petit peu à long terme dans nos activités, de développer des équipes de recherche. Une des expériences que j'ai faites comme directeur, c'est qu'en réalité, on nous invite avant tout à développer notre expertise et à embaucher dans les domaines où on est déjà fort. Il y a une sorte de truc paradoxal où si on dit mais on aimerait bien se lancer dans telle thématique régionale, choses comme ça, l'administration dit c'est une très très bonne idée, c'est très important, puis en fait ne finance pas, ce qui pour nous, et c'est vrai d'ailleurs pour les industriels également, ce qui pour nous était le cas échéant problématique. On a aussi toute une activité de production de rapports de recherche qui généralement on finit par publier ou sur notre site ou dans d'autres formes. Beaucoup de séminaires en France et à l'étranger. Une bonne partie d'entre eux ont une vocation policy, notamment on fait beaucoup de choses pour l'Union européenne, ce que l'Union européenne appelle des fonctions d'outreach. Donc on va à Singapour, à Lima, à Amman, à Abu Dhabi pour monter un séminaire sur des enjeux de prolifération, rencontrer la communauté à la fois académique, officielle, pour présenter les choses. C'est fait avec des chercheurs, mais il y a une intention policy qui est très claire dans ce type d'activité, dans ce domaine. Parfois allant jusqu'à, plus rarement, des exercices qui prennent une forme para-officielle, où par exemple on a organisé, ça c'était une expérience passionnante, on l'a organisé avec des chercheurs qui n'étaient pas que de la FRS d'ailleurs, 3 rounds de discussion entre Afghans, talibans, pas talibans et autres, c'est un exercice qu'on a fait avec de différents chercheurs universitaires d'ailleurs, et c'était tout à fait passionnant. Là il y avait une intention très quasi diplomatique dans ce projet. Je note d'ailleurs que un projet de ce type, après trois séminaires de suite, a été arrêté parce que finalement là on voit l'administration qui est un peu il prend peur quand ce genre de processus lui échappe et qui est un peu hésitante à faire ça. Grosse différence avec des pays comme les pays nordiques qui ont tout à fait l'habitude de sous-traiter en quelque sorte des manœuvres diplomatiques dans des formats dits track-tout. On fait des choses de ce type-là. Quelques particularités enfin de la FRS. Je disais qu'on avait une équipe de recherche permanente. On est le seul organisme qui soit intégralement habilité. C'est pas notre. Il y a une partie historique dans cette habilitation. C'est pas le cœur de notre métier. Ça doit faire 1% des travaux qu'on fait qui le sont, mais ça crée une relation un peu qui permet
dans certains cas, de mener des travaux un petit peu plus sensibles pour les administrations attachées à la protection du secret, comme le ministère de la Défense ou le commissaire à l'énergie atomique. Alors pour venir un peu à des questions un peu transverses qui nous concernent tous, sur l'opposition expertise-recherche, moi j'ai franchement quelques doutes là-dessus d'une certaine manière. Oui, ce que nous produisons, ça part en grande partie à de l'expertise, c'est ce qui nous est demandé, et le modèle économique qui est le nôtre nous impose de travailler dans cette logique. Mais en même temps, les chercheurs de la Fondation sont à 90% des chercheurs qui ont des profils strictement académiques, qui sont docteurs, certains habilités, qui ont fait des doctorats généralement en sciences politiques, en histoire, on a des cas un peu atypiques de docteurs en pharmacie, par exemple, qui travaillent sur les questions de risques biologiques, etc. Mais tous ces gens, quand tous nos chercheurs ont ces profils-là, et une grande majorité d'entre eux sont aussi des enseignants dans les différentes... dans des organismes d'enseignement très variés, soit les universités, l'école polytechnique, Sciences Po, et avec deuxième point sur la relation entre les think tanks et l'administration. Alors là, on a deux sujets au fond. Il y a une question d'indépendance, et là-dessus, je pense on essaie d'être le plus vigilant possible dans cette relation avec l'administration, notamment pour tout ce qui est la production de recherche des chercheurs. Et que ce soit avec l'administration ou d'autres clients venant du secteur privé, il est indispensable de préserver ça. C'est pour moi un critère de qualité de ce qu'on produit, parce que si on produit ce qu'on veut entendre, on est tout à côté de la plaque là-dessus. Mais avec une administration qui a une relation un peu schizophrène avec les think tanks. D'un côté vu de l'université, j'imagine qu'on le voit très richement doté, couvert de financement dans tous les domaines, ce qui n'est pas tout à fait faux si on prend les volumes, et en même temps, des administrations qui n'ont pas, de mon point de vue, des politiques de recherche très cohérentes, avec beaucoup d'allers-retours sur les modes de financement, sur les priorités, sur la manière de faire ça. Nous, on a observé un glissement très clair d'un financement un peu générique vers un financement strictement sur projet, du passage à des systèmes sous appel d'offres, etc., qui ont beaucoup fait évoluer les choses. Et avec, par exemple, des demandes contradictoires, du style il faut former des jeunes chercheurs, c'est très important, et aucun financement pour le faire. Donc on le fait quand même. On finance des doctorants, mais complètement sur fonds propres, par exemple, et avec une question un peu compliquée là-dessus, dans tout ça. Même chose sur les financements des publications, où on a une pratique un peu erratique, une subvention qui arrive, on le sait tous les trois, on a appris hier que la subvention de 2015, on a enfin connu le montant de la subvention de 2015. Il fallait rendre les papiers rapidement. Voilà. Donc heureusement qu'on avait commencé à publier avant de recevoir la subvention, sinon l'année 2015 serait assez... Parce que le guichet se ferme aujourd'hui. Dernier point, sur la relation avec l'université, beaucoup de partenariats informels par des enseignants, par des participations à des groupes de travail, par l'insertion de beaucoup d'universitaires dans nos travaux ou parmi nos chercheurs associés, qui est une chose importante. Peu de partenariats construits. Alors le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au conseil d'administration de la FRS n'a cesse de m'inciter à rejoindre les différentes variantes des prêts, etc. Ce qui est une piste intéressante et en même temps qui est, je crois qu'il faudrait peut-être travailler sur là-dessus. J'ai terminé. Un regret important, et qui je pense pour cette communauté l'est d'autant plus, il fut un temps où nous, et je pense que c'est vrai pour Iris et Ifri, accueillions des doctorants en grand nombre, financés par le ministère de la Défense. Il y avait tout le système des bourses DGA qui était associé à ça. C'est d'ailleurs très souvent le profil de nos chercheurs qui sont passés par cette étape-là, et qui aujourd'hui, ce système s'est totalement tari. C'est une discussion que j'ai avec les collègues de l'IRSEM en particulier, qui ont regroupé ces chercheurs autour de l'IRSEM, ce qui est logique dans la gestion, et en revanche, le fait de ne pas les insérer dans le paysage des think tanks me semble dommage, puisque c'était une mécanique d'insertion professionnelle. Je m'arrête là.